spéciale armée africaine avec un dossier consacré à la mutualisation des armées, plus précisément à l'avancée du processus de régionalisation. Au sommaire également, plus de 6 mois après l'accident de train des ECA, le premier procès contre la Cameroon Railways s'est ouvert ce mercredi 17 mai 2017 au tribunal de première instance de Douala. Et puis Georges Weah ne renonce pas à ses ambitions politiques. L'ancien footballeur, aujourd'hui sénateur, est une fois de plus candidat à la présidentielle d'octobre 2017 au Libéria. Avec nous sur ce plateau pour en parler, un invité, M. Jean-Jacques Konadié. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes meilleur chercheur afro-caribéen 2016-2017 d'Europe, également consultant international en défense et sécurité. C'est exact. Et sans oublier notre éditorialiste Gracien Rokindi qui va. Bonsoir, Gracien. Bonsoir, Graziella. Bonsoir à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Le 21 octobre 2016, le train intercité entre Yaoundé et Douala déraille au Cameroun à hauteur des ECA, faisant, selon un bilan officiel, 79 morts. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Les familles des victimes attendent du procès qui s'est ouvert ce 17 mai 2017 à Douala des réponses précises. Les détails avec Déogracias Podo. Le premier procès contre la compagnie ferroviaire camerounaise Camrail s'est ouvert mercredi 17 mai 2017 au tribunal de première instance de Douala, capitale économique du Cameroun. La tragédie causée par le déraillement d'un train du groupe Bolloré avait eu lieu le 21 octobre 2016 à 120 km de... Toute la lumière, parce que si on nomme une commission d'enquête, on ne va pas nommer une commission dirigée par un Premier ministre pour faire la lumière, surtout dans une histoire qui implique le groupe Bolloré qui a la main mise sur plusieurs entreprises, je dirais même sur une partie des pays de l'Afrique de l'Ouest, donc qui maîtrise aussi, disons, qui contrôle certains, qui a une certaine influence sur certains. Concernant la partie civile, c'est étonnant que la partie civile ne demande pas toute la lumière sur cet accident, qu'on ne se contente pas sur la partie civile, parce que la partie civile et la partie pénale, on doit savoir, les gens, le peuple camerounais doit savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'on en arrive à ça et pourquoi il n'y a pas de lumière, pourquoi même les cadavres, on les cache. C'est ça Monsieur Konadié, que pensez-vous de cette affaire? Objectivement, je pense que ce procès est le début de la victoire de la dignité humaine sur le mépris capitaliste. Pourquoi? Parce que cela fait près de 6 mois, pour ne pas dire 8 mois, que nous avons des enquêtes qui sont commanditées. Nous avons des messages qui sont lancés à l'endroit des autorités, mais silence radio. Alors qu'on a besoin des corps, on a besoin d'abord de savoir ce qui s'est passé, mais surtout les familles ont besoin des corps pour pouvoir faire le deuil. Donc l'État a cette obligation, ne serait-ce que morale, de dire, ne serait-ce qu'une partie aussi de la vérité aux familles. Donc moi je pense que déjà le fait d'ouvrir ce dossier, c'est un bon début. Maintenant j'espère que la justice triomphera pour qu'au moins on puisse situer les responsabilités des uns et des autres. Alors Gracien, certains avocats réclament la comparution de Vincent Bolloré ainsi que du directeur général de la Camrail. Vous pensez que c'est une requête légitime? Bon, c'est difficile de convoquer Vincent Bolloré parce qu'il n'est pas directement responsable, il n'est pas directement, il dirige pas la société Camrail au Cameroun, il dirige le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré, on sait bien que les responsabilités incombent au chef de l'entreprise directement, mais le directeur de Camrail doit être convoqué, il doit comparaître parce que selon certaines enquêtes, on parle il y avait 9 wagons qui étaient prévus, comme il y avait le pont qui était entre Yaoundé et quelle ville déjà? Entre Yaoundé et Douala. Et Douala, justement, il y a eu beaucoup... Les voyageurs sont venus prendre le train. On a ajouté 8 wagons sur 9. Et apparemment, il y avait des problèmes de freinage. Je ne peux pas comprendre qu'un groupe comme Bolloré, par exemple, qui contrôle certains des voitures de location en France, on sait bien, on ne va pas les citer, on ne va pas faire de la publicité, qui pourrait se permettre de faire de telles défaillances sur un marché français. Je pense qu'on peut se permettre des défaillances pour gagner beaucoup d'argent en Afrique et donc de ce coup, il faut vraiment les punir, même pénalement, notamment le directeur de Camrail, il faut qu'il soit puni
pénalement et que le groupe soit aussi puni civilement. Et peut-être que les familles puissent obtenir réparation. Oui, bien sûr. Il faut que les familles puissent obtenir réparation assez rapidement et aussi les corps. Et il faut que ce soit à la hauteur. On ne doit pas se dire que cette société ne va pas tomber en faillite parce qu'il y a le groupe Bolloré qui est derrière. Merci Gratien. La troisième fois sera-t-elle la bonne? L'ancien international libérien George Weah n'a pas renoncé à ses ambitions politiques. Il sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2017 au Libéria. Sharon Kamara. La troisième fois sera peut-être la bonne pour George Weah. Après s'être présenté aux élections présidentielles au Libéria en 2005, puis en 2011, l'ancienne star du football a annoncé sa candidature à la magistrature suprême pour octobre 2017. Sénateur pour la région de Montserrado, où est située la capitale libérienne Monrovia, l'homme politique croit en ses chances face à Joseph Boakai, l'actuel vice-président. Je suis sur le terrain, je travaille avec mes gens. Et pourquoi ils m'ont nommé le chef de corrélation? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais. Ils sont très contents de moi. Et je travaille pour eux. Et je fais mon travail bien. Je suis dans le pays. Je fais des choses et ils veulent. Et qu'est-ce que je fais différent? Et j'ai continué à espérer. J'ai gardé des espoirs. J'ai gardé la paix du pays. George Weah, sous l'étiquette de son parti, le Congrès pour le changement démocratique, se présente comme le candidat de l'espoir. Dans un pays miné par différentes crises, le candidat prévoit de développer le secteur agricole, mais aussi d'améliorer le secteur de la santé au Libéria. 12 ans, je suis opposition et le pays est tranquille. Et pour cela, je crois que c'est quelque chose de différent que j'ai porté. La première élection, quand on perd, il y avait beaucoup qui n'étaient pas contents. Mais j'ai gardé cet espoir. Aujourd'hui, les gens ils sont confiants en moi. Très populaire au Libéria, l'unique ballon d'or africain a réussi sa reconversion dans la politique il y a maintenant 12 ans. À 50 ans, George Weah espère remplacer Ellen Johnson Sirleaf à la tête du pays. La candidate sortant ayant déjà brigué 2 mandats ne pourra plus se représenter selon la constitution libérienne. Monsieur Konadier, selon vous, est-ce que George Weah a des chances cette fois-ci d'accéder à la magistrature suprême au Libéria? Bon, de façon objective, je pense que c'est au peuple du Libéria de pouvoir décider. Je pense que George Weah, même avant de venir à la politique, il a eu à mener un certain nombre d'actions dans le domaine du développement, de la réconciliation. Il a été nommé, je pense, ambassadeur de la paix. Ça fait 12 ans qu'il est dans l'opposition. Il pourrait avoir des chances, mais ça, c'est juste une analyse très éloignée. Il appartient au peuple libérien de se prononcer. Mais moi, ce genre de situation me permet de dire qu'il faudrait que aussi au niveau du continent, on fasse très attention. Parce que bien souvent on fait l'amalgame. Ce n'est pas parce qu'on est célèbre ou bien ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'il faut venir à la politique. Parce que la fonction de chef d'État ou de président de la République, c'est une fonction sacrée. Donc ça nécessite un certain nombre de prédispositions, de valeurs morales, de valeurs, j'allais dire spirituelles et de conduite. Parce que quand on est président de la République, on incarne le peuple, on incarne son pays. Donc, par moment, bien souvent, nous les Africains, on a tendance à penser que lorsqu'on a fini de faire le tour d'une certaine carrière et qu'on a une certaine popularité, une certaine renommée internationale, il faut forcément qu'on soit président de la République. Et cela désacralise la fonction de président. Et vis-à-vis des partenaires extérieurs, par moment, c'est un peu mal perçu. Alors, justement, Gratien, au Libéria, certains continuent de reprocher à George Weah son manque de crédibilité. Pourtant, on l'a dit, ça fait 12 ans qu'il est engagé politiquement, qu'il est dans l'opposition. Est-ce que cet argument-là est encore finalement valable? Est-ce que sa réputation d'ancien footballeur à laquelle on pense forcément, dès qu'on parle de lui, est un handicap ou finalement un atout? Pour moi, ce n'est pas du tout un handicap, c'est un atout. Voilà vraiment quelqu'un qui a gagné de l'argent, qui a travaillé, parce que le football, on doit travailler pour arriver à son niveau. Et il a décidé de rentrer au pays, sénateur pendant 12 ans. Il a continué à travailler pour le pays, à discuter sur certains sujets et même investir. Et il est resté pour monter, pour qu'il soit président, c'est une bonne chose, il est déjà connu. Bon, notre invité, il nous parle de quelqu'un qui arrive comme ça, on peut parler même de la France. Il y a quelqu'un qui est parti d'une banque et qui a été ministre, comme
Georges Weah, qui était aussi ministre, et qui, en français, qui est maintenant au pouvoir. Georges Weah, je pense que c'est un fils digne du Libéria, et il a des idées. Il a eu 40% en 2005. Aujourd'hui, je pense qu'il a beaucoup de chances pour qu'il soit élu. Ce sera une bonne chose. Justement, qu'entre le dernier scrutin et celui donc de 2017, il y a eu une évolution, qu'il va pouvoir proposer quelque chose peut-être qui parlera plus aux Libériens? Oui, il y a une évolution. Il est sénateur dans une ville comme Monrovia. Il voit beaucoup de choses. Il voit la réalité du pays. Il apprend, il propose, il essaie d'apprendre aussi sur le pays, de discuter. Et aussi, il s'est fait aimer par le peuple. Disons qu'il a eu une certaine notoriété au niveau du pays qui fait que sur les 40% qu'il a eu, et en plus, il y avait Ellen Johnson-Sirleaf, c'est pas n'importe qui. Et aujourd'hui, le vice-président de son parti, donc pourra pas. Je suis convaincu que Georges Weah, s'il n'y a pas une mauvaise note pendant sa campagne, il a beaucoup de chances qu'il soit élu. Alors, Monsieur Konadié, le scrutin est donc prévu, on l'a dit, en octobre 2017 au Libéria. Un mot peut-être sur le bilan qui s'achève du coup d'Ellen Johnson-Sirleaf? Il faut dire qu'elle a quand même hérité le Libéria dans des conditions vraiment difficiles. Et nous sommes sur un continent marqué par la gérontocratie, mais surtout où le sexisme a libre cours. Et diriger un pays comme le Libéria dans ces conditions, je pense que ça nécessite beaucoup d'hargne, ça nécessite beaucoup d'intelligence, de délicatesse et surtout de souplesse. Donc, lorsqu'on regarde le bilan d'un point de vue de la paix et de la sécurité, voilà une dame qui a su marquer les esprits en terminant un mandat sur de bonnes notes. Mais Gratien, les défis en tout cas du Libéria restent énormes. Oui. Il y a beaucoup de défis. C'est un pays qui, même si ça fait plusieurs années que le pays est sorti de la guerre, il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de la santé, l'agriculture, l'infrastructure, l'éducation, oui, Ebola, oui, justement, après Ebola aussi. Je pense que le Libéria, c'est un pays qui pourrait apprendre sur d'autres pays qui ont évolué dans le même domaine, étant dans le monde anglophone, parce que c'est un pays qui se trouve à côté des pays francophones qui n'ont pas le même style de développement. Très rapidement. Et quand on voit les conditions dans lesquelles cette dame est arrivée au pouvoir, je pense qu'on ne peut que lui tirer le chapeau. Merci messieurs pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. Ne bougez pas dans quelques instants. La suite, à tout de suite. Africa 24 vous invite à vivre en direct de Yaoundé le 20 mai 2017, la célébration du 45e anniversaire de la réunification du Cameroun. Découvrez l'histoire de la réunification du Cameroun, les héros de la nation, les plus grands acteurs politiques de l'histoire et les perspectives du Cameroun. Au cœur des 45 ans d'un parcours commun, vivez la célébration du 45e anniversaire de la réunification du Cameroun dans une émission en direct présentée par Fanny Mounichi en compagnie de nos éditorialistes, invités et envoyés spéciaux à Yaoundé, au Cameroun. Le 45e anniversaire de la réunification du Cameroun, un programme exceptionnel et exclusif à vivre en direct sur Africa 24 le samedi 20 mai 2017. Politicien, c'est un rendez-vous qui vous fait vivre l'actualité politique sur le continent. Politicien, la force des idées, le choc des arguments. Politicien, un rendez-vous politique à ne pas manquer. Comment ontologiquement opérer cette révolution épistémologique? Ce que j'appelle, c'est une autonomie intellectuelle qui lui permet de reposer les termes du débat et de repenser en fonction de nos réalités et surtout en fonction de qui nous voulons être et où nous voulons aller. D'aucuns disent qu'il faut plutôt parler de crime contre l'humain et non de crime contre l'humanité. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Prosaïquement, la colonisation, c'est une espèce d'hydre de couleur blanche. Le boa, ces grands serpents qui vous broient et vous laissent sans eau avant de commencer doucement à vous affaler, à vous avaler. Il faut décomplexer la relation à la France. Je vous signale que je suis le seul avocat noir
au barreau d'Auxerre. Voilà, et je ne suis pas complexé pour autant. Je mène mes procédures crânement devant mes confrères. Avons-nous pris, professeur, depuis 1960 le mauvais train? C'est ça que les Africains doivent comprendre. Ça veut dire que si ces pays veulent se développer, il n'y a pas d'autre solution que de rompre de façon unilatérale avec le franc des colonies françaises d'Afrique. Africa 24. All day, every day, join us. www.africa24tv.com. Retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Jean-Jacques Konadi et de notre éditorialiste Gracien Rukindi-Kiza. Place tout de suite à notre dossier du jour. Face aux nouveaux défis du continent, le terrorisme et la piraterie, un nouveau régionalisme sécuritaire est présenté comme la solution. Les partenariats régionaux se sont en effet récemment multipliés. Le G5 au Sahel, la force multinationale conjointe dans le bassin du lac Tchad, des centres régionaux de sécurité maritime dans le golfe de Guinée et plus récemment le Bénin et le Togo qui se sont engagés dans un processus de régionalisation de leurs armées. On fait le point dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Aimé Fakofi. On en parle juste après. Depuis quelques années, les pays africains mutualisent progressivement leurs forces de défense. Cette régionalisation des armées est suscitée par les conflits et les menaces terroristes qui sont d'actualité sur le continent. Elle s'est renforcée à partir de 2009 avec l'avènement de la secte islamiste Boko Haram, véritable menace à la stabilité politique et économique de l'Afrique. Au départ, la cible du groupe islamiste était le Nigeria, puis le Cameroun, le Tchad et le Niger. Après, cette menace s'est étendue progressivement par des mécanismes d'alliance à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et potentiellement de l'Afrique de l'Est. Pour venir à bout de ces nouvelles menaces terroristes, une force multinationale mixte de l'Union africaine a été installée autour du bassin du lac Tchad. Elle est composée des troupes du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Cameroun. En mai 2016, alors que la menace terroriste était loin d'être écartée, 11 pays africains se sont retrouvés à Abuja. De cette rencontre, seul le Bénin, partageant la frontière avec le Nigeria, a accepté rejoindre la force multinationale mixte. Il faudrait savoir aujourd'hui que la menace est une menace globale. Comme on l'a évoqué tantôt, quel que soit le cas, les pays sont défrontiérisés aujourd'hui et vous ne pouvez pas prétendre être dans un territoire sanctuarisé et que l'ennemi est juste à côté de vous. Donc tous ceux qui pensent qu'ils sont protégés aujourd'hui devraient commencer à prendre en compte leur sécurité et agir, n'est-ce pas, dans le sens de cette sécurité collective. Mais il va falloir la mettre sur pied. On ne tend pas encore vers une armée commune avec des moyens communs ou avec des hommes déjà prédéfinis comme armée de sous-région ou armée non. On ne tend pas vers cela. Lorsqu'il y a des problèmes précis, au niveau des commandements, on essaie d'harmoniser un certain nombre de tactiques, un certain nombre de stratégies. Et donc, les commandements essaient de travailler de commun accord pour convenir de comment faire la lutte contre tel phénomène ou tel problème qui se pose au pays. Sur le continent et particulièrement en Afrique de l'Ouest, le Togo joue un rôle de premier plan dans les opérations de maintien de la paix et de la sécurité. Le Togo fut le premier pays de la sous-région ouest-africaine à déployer ses forces au Mali avec 650 hommes sous la mission internationale de soutien au Mali, une mission africaine passée sous mandat des casques bleus suivant la résolution 2100 du Conseil de sécurité de l'ONU du 25 avril 2013. Jusqu'en août 2016, 1799 casques bleus d'origine togolaise ont été déployés sur différents théâtres d'opération. Plusieurs centaines d'hommes togolais sont également présents en Côte d'Ivoire et au Darfour afin d'œuvrer pour la paix dans ces régions. Je crois qu'il y a d'énormes avancées et comme nous le disons,
il faut donner plus de moyens à ces forces de sécurité surtout pour faire leur travail. Et donc au niveau des forces de défense, on les voit beaucoup plus sur le terrain à l'étranger ou le Togo. Donc elles participent à plusieurs missions de maintien donc, de la paix où les forces armées togolaises font montre d'une bravoure et d'une expertise assez appréciée sur le plan international. Il y a entre autres des convergences au niveau des commandements des forces armées et une mutualisation des moyens de défense avec les marines ouest-africaines dans la lutte contre la piraterie au large du golfe de Guinée. Afin de sécuriser leurs propres frontières, le Togo et le Bénin ont signé un mémorandum en novembre 2016 pour lutter contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme, l'enlèvement et le trafic de tout genre. Ce mémorandum a permis la mise en œuvre d'une opération conjointe menée du 8 au 11 mai 2017. Cette opération dénommée Benondou a permis d'interpeller au total 185 personnes. Plus de 100 motos saisies, 16 pistolets et fusils de fabrication artisanale, des clés passe-partout, près de 600 kg de boulettes de chanvre indien, 45 tonnes de bois d'œuvre et des faux médicaments saisis constituent le butin de cette opération menée conjointement par les forces de défense et de sécurité des deux pays. Que l'armée comprenne d'abord qu'avant d'aller entrer dans l'armée, on est des citoyens et qu'après sa retraite, on devient citoyen comme tous les autres. Ce qui suppose que notre armée doit être formée d'armées professionnelles qui ne reculeront pas parce qu'il y a d'autres menaces également pour nos pays aujourd'hui. Il s'agit donc du terrorisme et autres. Donc nous devons avoir une armée techniquement préparée pour contrer ces choses, garantir la sécurité de notre espace territorial. Cette humilité qu'il faudra avoir, savoir que la sécurité collective n'a pas fonctionné comme il fallait parce que peut-être elle est désuète par rapport à par rapport à la réalité de la menace aujourd'hui et qu'on peut essayer de réfléchir dans le cas de réflexions très très sérieuses qui associeraient non seulement les techniciens de la tactique militaire mais également les techniciens en stratégie pour pouvoir évaluer effectivement qu'est-ce qu'il faudrait faire flancher. Aujourd'hui, le terrorisme demeure la menace de premier plan pour l'ensemble des pays africains. Malgré les moyens dont dispose chaque pays pour assurer son intégrité, la mutualisation des moyens des forces de défense des États se révèle indispensable pour lutter contre les organisations terroristes. La mutualisation des moyens permet d'être plus efficace pour que on sache ce qu'on fait, pour qu'il n'y ait pas double emploi et donc gaspillage d'énergie. Voyez-vous par exemple si le Bénin perd son temps à chercher des renseignements sur des gens qui sont dans ces eaux territoriales, que le Togo aussi perd son temps à chercher les mêmes renseignements, que le Nigeria aussi gaspille de l'énergie à chercher les mêmes renseignements, c'est qu'on va gaspiller beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour au finish avoir les mêmes choses. Selon de nombreux experts, plusieurs conditions stratégiques doivent être définies pour l'effectivité de la mutualisation des armées. Il s'agit entre autres de l'instauration d'une perspective de standardisation des forces d'intervention. Mutualiser aujourd'hui les forces me semble être un errement stratégique si jamais on ne pose pas d'abord le problème de la standardisation des forces qui devraient intervenir. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à mettre sur pied, à démêler, n'est-ce pas, à décrypter, avant de parler de cette sécurité collective, même déjà qu'il faudrait remettre en cause à partir de l'architecture de paix et de sécurité, voir le format qui ne peut plus correspondre aujourd'hui au paradigme, avec les paradigmes de la nouvelle menace. La mutualisation des armées induit une certaine concession de la souveraineté nationale des pays impliqués. De même, contre les menaces, les puissances étrangères n'ont pas hésité à apporter leur contribution. Certaines possèdent des bases militaires dans des pays africains, à l'instar de la France qui en possède au Tchad pour sa lutte antiterroriste dans la région du Sahel. Une situation qui soulève davantage la question de la souveraineté nationale des pays africains. Est-ce que la souveraineté nationale des pays de la sous-région est effective? Nos forces de défense rencontrent d'énormes difficultés malgré les renforcements de capacités. Il faut qu'un effort soit fait au niveau de chaque État pour maîtriser l'insécurité grandissante qui règne au sein des populations et que les moyens conséquents soient mis à la disposition de l'armée. Cette situation favorisera rapidement la mutualisation. La présence des forces étrangères est une aide de la communauté internationale pour la lutte contre le terrorisme. Mais au fond, est-ce que cela règle le problème? Les terroristes frappent toujours.
Une mutualisation réelle des moyens des forces de défense n'est pas encore effective au niveau de la sous-région. Face aux défis d'instabilité politique des États africains, la force en attente de la CEDEAO se mobilise spontanément pour intervenir afin de rétablir la paix et la sécurité. Cette force d'attente est constituée des détachements militaires des différents pays. De nombreux observateurs estiment que les armées conventionnelles de chaque État ne peuvent pas seules faire face aux menaces des terroristes. La mutualisation des forces de défense permettra aux États de bénéficier de l'expertise, du renseignement, des moyens, du partage et de la protection des informations pour pouvoir assurer leur souveraineté. Nous avons été rejoints sur ce plateau par le docteur Ousmane Kaba. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes homme politique également. Vous avez été élu homme africain de l'année 2016. Vous êtes également économiste, philanthrope et fondateur de l'université Kofi Annan de Guinée. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, docteur Kaba, dites-nous, comment jugez-vous l'avancement du processus de régionalisation des armées sur le continent? Je pense que c'est une très bonne chose parce que d'abord, ça permet de mettre en commun les efforts, de partager surtout les informations, de faire de telle sorte que les personnes qui commandent les différentes armées se côtoient plus facilement, se connaissent plus facilement. Donc mettre ensemble les moyens, mettre ensemble les informations, la mutualisation permet au total de réduire le coût d'intervention. Surtout que la menace que nous avons maintenant a changé de nature. Nous avons la menace terroriste et les terroristes n'ont rien à faire avec les frontières. Ils passent de pays en pays aussi facilement. Donc il est indispensable que les forces de défense soient ensemble et pour pouvoir traquer et réduire cette menace. Monsieur Konadje, comment s'opère la coordination entre les différentes armées qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble? Est-ce que ce n'est pas finalement un petit point négatif ou plutôt difficile? Je dirais que les armées essaient de faire avec, parce que la mutualisation, c'est vrai, c'est bien beau, mais ça nécessite un certain nombre de préalables. Mutualiser, c'est-à-dire mettre en commun des armées. Or, bien souvent, on a des armées disparates. D'un pays à un autre, la culture militaire n'est pas la même, le degré de formation n'est pas le même, l'équipement n'est pas le même. Donc, par moment, voilà, il y a une question de professionnalisation. Donc moi je pense que vu le contexte dans lequel les mutualisations s'opèrent, il devrait avoir quand même quelques préalables. Essayer d'instituer ce que moi je qualifierais de seuil minimum de compétences et de seuil minimum de capacité. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un baromètre où toutes ces armées-là puissent avoir un degré de compétence minimum pour qu'ensemble, on puisse aller dans la même direction. Voilà un peu. Donc, par moment, il y a quelques soucis de coordination, mais j'avoue qu'il faut tirer le chapeau à toutes ces armées-là, parce que si vous permettez, je pourrais rappeler le contexte dans lequel ces mutualisations se sont opérées. Et ce contexte est marqué par 3 points. Le premier, comme il l'a dit M. Kaba, c'est la récurrence des menaces qui sont insidieuses, protéiformes et transnationales. Mais le deuxième point, c'est l'incapacité de nos armées africaines à faire face à ces menaces. Et le troisième point, ce sont les limites, je dis bien les limites de l'architecture africaine de paix et de défense et de sécurité inspirée par l'Union africaine. Donc, vu sous cet angle, je pense que cette mutualisation est plus que jamais d'actualité. Justement, Gratien, à propos du dernier point qui a été évoqué, est-ce que pour que le régionalisme sécuritaire soit véritablement efficace, il ne faudrait pas que le périmètre de la coalition finalement corresponde à la géographie de la menace? Est-ce que, par exemple, le G5 Sahel ne devrait pas être élargi, par exemple, à d'autres États? Oui, il y a un problème, disons, de zone. On ne peut pas parler, par exemple, de Sahel sans mettre. Pourquoi on ne mettrait pas les Algériens qui ont aussi les moyens? Et bon, cette régionalisation des armées, pour moi, elle est mal faite. Elle est mal engagée au niveau des armées en Afrique. Parce que quand on parle de mutualisation des armées, pour moi, je conçois que je connais bien l'armée, certaines armées africaines, d'ailleurs, pour avoir fréquenté une. Donc, on ne peut pas dire à une armée, vous allez travailler, j'envoie un bataillon, l'autre envoie un bataillon, vous allez travailler ensemble. On n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas les mêmes tactiques, on n'a pas le même armement. Si on veut vraiment aller vers une mutualisation, une régionalisation, qu'on crée des armées régionales qui ont un commandement unique
qui dépendent. Et qui suivent ensemble la même formation. La même formation, c'est-à-dire chaque pays envoie 2 ou 3 bataillons ou 5 et tous les militaires sont confondus, sont réarmés et sont commandés, rentrent dans une autre tactique. Et c'est de cette façon-là qu'on peut dire, s'il y a un problème, mais voilà, on intervient. Parce que ce qui se passe notamment au niveau de l'Afrique, regardez au Mali, est-ce qu'on avait besoin des militaires français au Mali? Non. Non, mais on n'avait pas besoin de militaires français. Mais vous savez pourquoi on a eu besoin des militaires français? C'est tout simplement parce que l'architecture africaine de paix et de sécurité inspirée par l'Union africaine a échoué. Dans cette architecture, le Conseil de sécurité de l'Union africaine a créé la force africaine en attente, qui est divisée en 5 brigades régionales en fonction des régions. Et la force africaine de la CEDEAO est la force la plus aboutie. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Lorsqu'on a enclenché lorsqu'il y a eu la crise au Mali et qu'on a activé cette force, elle n'a jamais fonctionné. Il a fallu l'intervention française à travers l'opération Serval pour qu'on puisse stopper l'avancée djihadiste. Et c'est quelques jours après qu'il y a eu seulement une centaine de soldats qui sont arrivés et dans quelles conditions. Mais on doit se rendre compte aussi que finalement, pourquoi les militaires interviennent? Mais pour conclure, ce que je veux dire, c'est que effectivement, ce que vous êtes en train de dire, ça a été pensé, mais ça a montré ses limites. C'est-à-dire calqué sur la régionalisation. On a investi beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, ça échoue. Donc les pays sont obligés de prendre leur destin en main. Et voilà pourquoi ils sont obligés de faire des propositions ad hoc. Je pense qu'on s'est trompé dès le départ. Et cette armée, pourquoi les armées internationales? Pourquoi la France intervient dans la partie de l'Afrique de l'Ouest? En Afrique de l'Est, vous coupez l'Afrique en 2, la partie Est, on ne voit pas de militaires étrangers qui arrivent. Les militaires étrangers se trouvent dans les pays, surtout francophones. Pourquoi? On doit se poser la question si vraiment ces pays ont été bien formés militairement. Moi, je dis, je connais bien les armées africaines. Je connais, j'ai fréquenté l'armée mondiale. Je dis bien que ces pays ont été mal formés. Alors, non, je ne suis pas d'accord. On a eu vos points de vue, on va prendre le point de vue de monsieur. Je pense que d'abord, il faut commencer quelque part. C'est parce que maintenant, il y a une menace terroriste. Et si nous prenons le cas du Mali, du Niger, etc., il a fallu que tous les pays apportent leur concours. Évidemment, lorsqu'il y a une première expérience, c'est en ce moment que les problèmes sont soulevés. Problème de coordination du commandement, problème de formation des hommes et problème de coopération sur le terrain. La Guinée est présente au Mali. Nous avons envoyé des contingents pour secourir un pays frère. Je crois qu'avant tout, c'est d'abord un acte de solidarité et c'est très important pour le moral du Mali de ne pas être abandonné. Et c'est ce qui a été fait. Évidemment, par la pratique maintenant, nous avons de nouvelles pratiques. Il y a une régionalisation qui commence petit à petit à prendre forme. Tous les problèmes que vous avez soulevés sont des problèmes réels. Et c'est maintenant qu'on prend soin de ces problèmes. Mais il faut savoir qu'il y a l'information. Qui ont été évoqués, il y a un problème quand même qui est crucial, c'est celui du manque de financement. Mais bien sûr, et c'est pour cela que la France intervient, aussi bien dans le financement que dans le renseignement militaire, parce que le renseignement militaire suppose beaucoup de moyens. Vous savez très bien qu'on marche beaucoup avec les satellites, surtout sur le désert. Et l'armée française a apporté un soutien très important aux pays africains. Moi, je pense que par le biais de l'information. Si vous permettez, je pense qu'on se trompe de débat. Parce que les armées africaines, elles ont des formations différentes. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la menace n'a plus rien à voir avec la formation qu'ont bénéficié nos militaires, nos armées. Peu importe le degré de la qualification ou du professionnalisme, mais on a été formé à des guerres conventionnelles. Aujourd'hui, on fait face à une guerre terroriste. Boko Haram a offert une guerre conventionnelle dès le départ. Je ne crois pas. Oui, Boko Haram occupait une zone et ils n'ont pas été délogés. Non, ils n'ont pas été délogés parce que il y a eu un certain lacisme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut généraliser la menace. On est dans une dynamique où c'est la menace terroriste qui a pignon sur rue, mais il y a la piraterie maritime. Nos États n'ont pas été formés pour faire face à ce genre de situation. Que ce soit dans les pays francophones, on le voit, ou anglophones, on l'a vu au Kenya où il y a eu un certain nombre d'attentats, peut-être que c'est par coup de chance, ou bien peut-être que
la dynamique terroriste est... Les attentats se passent aussi dans les pays développés, dans les pays comme la France. Mais ce qui s'est passé, le cas de l'Afrique, on voit Boko Haram. Ce qui s'est passé en Afrique, Boko Haram, on voit dans d'autres pays Boko Haram, s'il fallait arrêter soit Boko Haram, soit les islamistes au Mali, il y avait les armées aussi qui pouvaient intervenir. Mais ces armées ne sont pas... Ces armées ont été sollicitées, mais par manque de moyens, comme il a dit, par manque de financement. Est-ce que vous savez combien coûte le déploiement d'une force? Le principal problème, c'est le manque de financement. Le manque de financement, la logistique, les renseignements. Vous avez la triptyque qui est importante. Un pays comme l'Algérie pouvait intervenir, pouvait stopper les terroristes au Mali. Encore faut-il avoir la volonté politique. Voilà. On peut se poser, oui, sur cette question. Côté technique, il y a des armées. On doit bien reconnaître ce que même le Cameroun, maintenant qui fait face à Boko Haram avec beaucoup de succès, c'est que le Cameroun s'est ressaisi au niveau de son armée. Pourquoi il y a le prépositionnement des militaires français en Afrique? Pourquoi les militaires africains ne sont pas formés pour remplacer ces militaires? Pourquoi 500 militaires peuvent être au Gabon pour sécuriser un pays alors que le pays dispose des dizaines de milliers? Ce ne sont pas seulement des défenses. Les accords de défense, il y a l'indépendance. Ces pays ont été... Ces pays sont indépendants. Avec les réalités géopolitiques que nous vivons. Ces pays sont indépendants, peuvent dénoncer ces accords. Ils ne sont pas obligés d'être gardés par les Français. Il y a des militaires... Nous sommes sur ce plateau pour parler de la professionnalisation et de la mutualisation des armées africaines. Donc on ne va pas transférer le débat là où il n'y a pas question. Merci messieurs pour votre participation. Nous allons à présent marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de l'Africa News. Africa 24. All day, every day, join us. www.africa24tv.com. Africa 24. All day, every day, join us. www.africa24tv.com. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, le docteur Ousmane Kaba, Jean-Jacques Konadier et de notre éditorialiste Gratien Rokindi-Kiza. L'actualité économique à présent, des experts économiques de la CEDEAO étaient réunis ces 16 et 17 mai 2017 à Ouagadougou. Objectif, faire un état des lieux de l'application du tarif extérieur commun, entre autres. C'est un sujet de Clément Joël Souala. L'application du tarif extérieur commun entré en vigueur le 1er janvier 2015 dans l'espace CEDEAO rencontre des difficultés. Si seulement 9 des 15 États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest l'appliquent déjà, la plupart d'entre eux craignent son incidence sur les producteurs et les consommateurs domestiques. Des experts économiques des différents pays membres de l'espace communautaire, réunis à Ouagadougou les 16 et 17 mai 2017, ont discuté de ces questions pour une meilleure intégration économique dans l'espace. C'est une réunion qui va permettre de faire le point, de voir quels sont les problèmes que nous rencontrons dans la mise en œuvre effective donc, de ce tarif extérieur commun-là. Quelles sont les mesures d'accompagnement et de consolidation qu'on peut offrir à notre État pour que nous puissions tirer au maximum donc, les avantages qui peuvent donc, ressortir donc, de cette mesure-là. Les échanges de Ouagadougou ont aussi abordé la question des accords de partenariat économique des pays membres de la CEDEAO avec l'Union européenne. Le reproche fait à ces accords reste le même que celui aux tarifs extérieurs communs. La crainte des États est de se voir envahis par les produits européens au détriment des productions locales, d'autant plus que le secteur industriel sous-régional est embryonnaire.
En ce qui concerne les accords de partenariat économique que la sous-région va signer avec l'Union européenne, nous avons déjà sur 15 pays, 13 qui ont déjà signé ces accords. Pour que ces accords entrent en vigueur, il nous faut non seulement que les 15 pays puissent signer, mais aussi qu'il y ait 2 tiers des pays qui ont ratifié ces accords-là. Au niveau du tarif extérieur commun, comme des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, le consensus reste difficile à trouver. Cela s'explique en partie par la disparité des niveaux économiques des différents États. La rencontre de Ouagadougou a été l'occasion pour les experts des différents pays de s'accorder sur les conditions d'application effective de ces accords. Monsieur Kaba, le tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO a été mis en œuvre il y a 2 ans, mais à ce jour, seuls 9 des 15 États membres de cet espace l'appliquent. Qu'est-ce que cela vous inspire? Parce que les pays ont des situations différentes, comme il a été annoncé, parce que si des pays ont des niveaux d'industrialisation différents, vous savez, avoir un tarif extérieur commun, c'est avoir la même sanction des marchandises qui rentrent à l'intérieur des pays. Et il faut tenir compte de la disparité. En fait, ce qui est craint, c'est que les pays qui sont un peu plus avancés sur le plan industriel vont produire et prendre tout le marché. Les pays qui sont arriérés sur le plan industriel craignent pour leur industrie. Mais il faut dire qu'au total, l'Afrique a une industrie vraiment naissante. Elle a une industrie naissante et c'est cela qui pose le vrai problème. Il est d'ailleurs au niveau du partenariat avec l'Europe. Vous savez, l'accord de partenariat, l'Europe est en train de signer ce partenariat avec toutes les régions africaines et il y a beaucoup de difficultés. Et les Africains ont peur d'avoir une économie envahie par les marchandises européennes parce que quand il y a liberté de commerce entre l'Europe et l'Afrique, et que l'Afrique n'a plus la possibilité de mettre des tarifs pour protéger son industrie naissante, ça pose réellement un vrai problème. Monsieur Konadji, pour revenir au tarif extérieur commun, pourquoi finalement adopter un principe pour ne pas l'appliquer? Bon, tout se limite au paradoxe souvent des communautés économiques régionales, parce qu'aujourd'hui, vouloir appliquer ce tarif, c'est parce qu'on s'est rendu compte que ça ne profitait pas à l'intégration économique régionale. Donc on voudrait l'appliquer, mais on pense régional, mais chaque pays aussi essaie de défendre ses intérêts particuliers. Donc c'est ce qui constitue le point d'achoppement, c'est-à-dire comment penser une économie sous-régionale fleurissante tout en maintenant ses intérêts. Alors, Gratien, si chaque État garde ce positionnement, veut protéger ses intérêts, finalement, cette intégration économique, est-ce qu'on va y arriver? Vous savez, quand on parle d'intégration économique, il faut que chaque État sache que je dois accepter de perdre sur une partie et gagner sur l'autre. Ou on doit essayer de gagner ensemble. On mutualise, on fait tout, on fait le tarif commun et on gagne ensemble. On ouvre en même temps, il faut que ces pays ouvrent aussi le marché de l'emploi. Parce que si cela profite à l'industrie d'un pays, il faut que le peuple, les salariés, les travailleurs d'un pays puissent aller travailler là où il y a eu une plus-value liée à ce tarif extérieur commun. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment qu'il y ait, disons, une volonté d'accepter, on peut perdre. Mais en même temps, avec ces accords qu'on signe avec l'Union européenne, je pense que les Africains devaient se poser des questions. D'un côté, on reçoit l'argent, mais qu'est-ce que nous perdons vraiment? À quelles conditions? Parce que, à quelles conditions? Est-ce que nous, les Africains, nous pouvons vendre les produits agricoles, les produits de haricots ou autre chose? Est-ce qu'on peut les vendre en Europe facilement, sans qu'il y ait des problèmes? On peut vendre nos bananes qui peuvent concurrencer les bananes qui viennent des Antilles? Non. Est-ce que nous, en contrepartie, nous, on doit accepter tout ce qu'on nous envoie, que ce soit les ordinateurs d'occasion ou autre chose? Non, il faut vraiment que les Africains se disent tout ce qu'on nous envoie, on peut produire et de cette façon, on peut bloquer pour qu'on arrive nous aussi à produire. Ces accords de libre-échange, finalement, même les Américains commencent à sortir. Je ne vois pas pourquoi nous, les Africains, on doit accepter quelque chose qui nous contraigne à rester dans la pauvreté. Alors, très rapidement, M. Kaba, le Maroc a récemment manifesté sa volonté d'intégrer la CEDEAO. Vous pensez que c'est un danger ou une opportunité pour cet espace?
Écoutez, c'est une opportunité, mais il faut qu'elle soit bien étudiée. Oui. Parce que vous savez, le Maroc est en avance par rapport aux pays de la CEDEAO. Mais par ailleurs, le Maroc fait beaucoup d'efforts de coopération, d'efforts aussi d'investissement dans nos pays de la CEDEAO. Oui. Donc je pense qu'il faut voir l'ensemble des dimensions de ce problème. Est-ce qu'il s'agit d'une libre circulation des biens et des services entre le Maroc et l'espace CEDEAO, auquel cas le même problème se poserait effectivement d'intégration de l'économie avec des niveaux différents d'industrialisation. Merci, Monsieur Kaba. Autre information économique, 35 milliards de francs CFA. C'est le montant recherché par l'État du Mali sur le marché financier de l'UEMOA. Cette opération programmée le 24 mai 2017 se fera à travers l'émission simultanée de bons assimilables du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor. Explication avec Marcel Fabamaroun. L'annonce est de l'agence UMOA Titres. L'État malien est à la recherche de 35 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Programmée le 24 mai 2017, cette opération se fera à travers l'émission simultanée de bons assimilables du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor. 25% des montants mis en adjudication sont offerts sous forme d'offres non compétitives aux spécialistes en valeur du Trésor habilités par l'émetteur. L'opération regroupe 3 types de titres publics. Des bons assimilables du Trésor à 28 jours et de 182 jours et des obligations assimilables du Trésor de 3 ans. Le montant de la valeur nominale unitaire des 2 bons assimilables du Trésor est d'1 million de francs CFA contre 10 000 francs CFA pour les obligations assimilables du Trésor. Le gouvernement malien, effectivement, est à la recherche de fonds. De manière générale, en fait, ces fonds sont destinés à redémarrer à relancer la croissance économique au Mali. Il y a eu en fait une crise multidimensionnelle en 2012 au Mali. Il y a eu également des répercussions assez importantes jusqu'à présent. Donc l'idée en général de cet appel à fonds, c'est vraiment de trouver en fait un financement pour relancer la croissance et relancer les investissements au Mali. L'État malien s'engage au remboursement des bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 21 juin 2017 pour les bons assimilables du Trésor à 28 jours, au 22 novembre 2017 pour les bons assimilables du Trésor à 182 jours. Les obligations, elles, seront remboursées en totalité le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée pour le 25 avril 2020. Quant au paiement des intérêts, il se fera annuellement, ce dès la première année. Monsieur Konadji, au vu de la conjoncture actuelle, est-ce que vous pensez que le Mali peut atteindre cet objectif qui est de lever 35 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA? Pour vous répondre, je dirais que, comme on a coutume de le dire, l'argent n'aime pas le bruit. Alors qu'on sait tous que depuis 2013, le Mali traverse des soubresauts. Et c'est difficile dans ces conditions-là de pouvoir obtenir un certain nombre de financements, surtout quand c'est pour faire des affaires. Parce que chaque fois qu'il y a des crises, les premiers à partir de ces pays-là sont les investisseurs, ou bien ceux à qui on pourrait emprunter de l'argent, essaient d'analyser un certain nombre de facteurs et de conditions, plus particulièrement le risque pays. Donc je pense que ça serait peut-être plus ou moins difficile d'atteindre cet objectif-là, parce qu'à vrai dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours difficile avec la situation qui se passe dans le pays. Allez-y, M. Kaba. Bon, je pense que c'est d'abord, c'est pas une somme importante, 35 milliards, c'est à peu près 70 millions de dollars. Pour un pays comme le Mali, là, on fait appel à l'épargne intérieure au niveau de l'UMOA, ce n'est pas des investisseurs étrangers. Je pense que le Mali n'aura pas beaucoup de difficultés pour vendre ses bons du Trésor et ses obligations. Les bons sont à court terme, comme vous l'avez constaté, 28 jours. Les obligations, 3 ans. Non, ça ne devrait pas poser de problème. Mais ce qui est surtout intéressant, il faut que ces montants soient réellement investis, que ce soit orienté dans l'investissement et non dans la consommation, c'est-à-dire le budget de fonctionnement. Si cela est fait, on s'attend à ce que les revenus qui vont naître de ces investissements puissent permettre le remboursement sans beaucoup de difficultés. Évidemment, il faut bien gérer sa dette. C'est très important, même si c'est une dette intérieure, il faut bien la gérer. Gratien, quelles sont les priorités économiques du Mali?
Les priorités, on peut parler aussi de l'agriculture. On ne va pas parler des industries parce que c'est un pays qui doit partir de loin, l'agriculture. Il y a aussi le tourisme, parce qu'à un certain moment, il y avait aussi des problèmes. Il y a des problèmes dans le pays, il faut sécuriser le pays. Il y a un problème aussi d'équipement. Surtout les infrastructures. Les infrastructures pour le pays. Mais en revenant juste sur le montant que le Mali veut, disons, met sur le marché, oui, le Mali peut se poser des questions. Il y a une promesse de l'ancien président Hollande, 360 millions non débloqués par la France. Aujourd'hui, ils ont la chance et le président se trouve au Mali. Ils peuvent poser la question. Et en même temps, il y a autre chose. Pourquoi ils vont demander de l'argent alors qu'ils ont de l'argent? Il suffit de demander une partie des 50% des devises du Mali qui sont à la Banque de France. C'est leur argent. Ils peuvent demander. Je ne vois pas pourquoi j'aurai de l'argent dans une banque et aller emprunter dans une autre banque alors que je peux demander à la banque de me donner mon argent. C'est ce qui se passe avec le franc CFA. Merci Gratien. C'est à présent la fin de cette émission qui marque également la fin de notre semaine spéciale armée africaine. Dr Ousmane Kaba, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes homme politique et vous avez été élu homme africain de l'année 2016. Vous êtes également économiste, philanthrope et fondateur de l'université Kofi Annan de Guinée. Merci. Monsieur Jean-Jacques Konadi, merci également à vous. Je rappelle que vous êtes meilleur chercheur afro-caribéen d'Europe pour l'année 2016-2017 et vous êtes également consultant international en défense et sécurité. Merci. Et Gratien, merci infiniment pour votre présence. Merci, Grazia. Bonsoir à tous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.